Le monde de Sophie, Jostein Gaarder. Chapitre 4. Les philosophes de la nature. Rien ne naît du néant. Quand sa mère rentra du travail dans l'après-midi, Sophie se balançait dans le jardin et tentait d'établir un lien entre le cours de philosophie et Hyde Moller-Nine, qui ne recevait jamais la carte d'anniversaire de son père. « Sophie !» cria sa mère de loin. « Il y a une lettre pour toi !» Elle tressaillit. Elle avait déjà été prendre le courrier tout à l'heure. Ce ne pouvait être qu'un coup du philosophe. Qu'allait-elle dire à sa mère ? Lentement, Sophie quitta la balancelle et alla chercher sa lettre. « Il n'y a pas de timbre. Je parie que c'est une lettre d'amour ?» Sophie prit la lettre. « Tu ne l'ouvres pas ? » Que répondre ? « Tu as déjà vu quelqu'un ouvrir une lettre d'amour devant sa mère, toi ? » Tant pis, autant la laisser croire ce qu'elle voulait. Sophie se sentait terriblement gênée, car elle était aux antipodes de recevoir une lettre d'amour. Mais cela aurait été finalement encore pire si sa mère avait su qu'elle recevait par correspondance des cours de philosophie de la part d'un inconnu qui, de plus, jouait au chat et la souris avec elle. C'était une de ces enveloppes blanches. Arrivée dans sa chambre, Sophie lut 3 nouvelles questions sur le bout de papier à l'intérieur. Existe-t-il un principe premier dont tout découlerait ? L'eau peut-elle se transformer en vin ? Comment la terre et l'eau peuvent-elles devenir une grenouille vivante ? Sophie jugea d'abord ces questions passablement farfelues, mais elles lui trottèrent dans la tête toute la soirée. Le lendemain, à l'école, elle reconsidéra les 3 questions les unes après les autres dans l'ordre. S'il existait un principe premier, dont tout découlerait, à supposer qu'il existe bel et bien une matière à l'origine de tout. À l'origine de tout ce qui se trouve sur Terre. Comment expliquer qu'elle puisse prendre la forme d'un bouton d'or, ou pourquoi pas celle d'un éléphant ? La même remarque s'appliquait à la deuxième question. Sophie connaissait certes l'histoire de Jésus qui transforma l'eau en vin, mais elle n'avait jamais pris au pied de la lettre. Et si Jésus avait malgré tout réussi à changer l'eau en vin ? C'est justement un miracle. C'est-à-dire, normalement, c'est quelque chose d'impossible. Elle avait beau savoir que le vin contient beaucoup d'eau, comme c'est le cas de toute la nature. Si un concombre était formé à 95% d'eau, il fallait quand même qu'il y ait autre chose pour que ce soit justement un concombre, et pas seulement de l'eau. Quant à cette histoire de grenouille, son professeur de philosophie semblait avoir une prédilection pour les grenouilles. Son professeur de philosophie semblait avoir une prédilection pour les grenouilles. Sophie acceptait à la rigueur l'idée qu'une grenouille était formée de terre et d'eau, mais dans ce cas-là, la terre était composée de différentes matières. Alors on pouvait bien sûr imaginer que l'alliance de la terre et de l'eau produise une grenouille. Sans oublier de passer par l'œuf de la grenouille et le tétard. Une grenouille ne poussait pas comme ça dans le potager, même si on arrosait très consciencieusement. Quand elle revint de l'école cet après-midi-là, une grosse enveloppe l'attendait dans la boîte aux lettres, et Sophie alla l'ouvrir, comme tous les jours précédents, dans sa cabane. Le projet du philosophe. Ah, te revoilà, nous allons tout de suite examiner la leçon du jour, sans passer par les lapins blancs et autres préliminaires de ce genre. Je vais te brosser à grands traits la façon dont les hommes ont réfléchi aux problèmes philosophiques de l'Antiquité à nos jours. Mais chaque chose en son temps. Du fait que les philosophes vivaient à une autre époque et peut-être dans une toute autre culture que la nôtre, il n'est pas superflu d'essayer de définir le projet de chaque philosophe. Pour cela, nous devons tenter de cerner les centres d'intérêt spécifiques du philosophe. Tel philosophe peut s'intéresser à l'origine des plantes ou des animaux, tel autre à l'existence de Dieu ou à l'immortalité de l'âme. Une fois ce projet clairement défini, il devint plus facile de comprendre la démarche de chaque philosophe, car un philosophe ne s'intéresse pas à toutes les questions philosophiques à la fois. Je dis un et non une philosophe, car l'histoire de la philosophie est jalonnée par des hommes. Les femmes ont été opprimées en tant que femmes et aussi comme êtres pensants. C'est dommage, car de cette manière nous avons perdu beaucoup de précieux témoignages.
Ce n'est qu'au XXe siècle, les femmes ont enfin pu prendre une place dans l'histoire de la philosophie. Tu n'auras pas de devoir à faire à la maison. En tout cas, pas de problème difficile comme en mathématiques. Quant à la liste des verbes irréguliers en anglais, je n'en ai vraiment rien à faire. Je te donnerai tout au plus un petit exercice d'application de temps à autre. Si tu acceptes ces conditions, on peut commencer. Les philosophes de la nature. Les premiers philosophes grecs sont souvent appelés les philosophes de la nature, parce qu'ils s'attachaient avant tout à la nature et aux phénomènes naturels. Nous nous sommes déjà interrogés sur l'origine du monde. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui pensent que quelque chose est né, pour ainsi dire, du néant. Cette pensée était loin d'être répandue chez les Grecs. Eux soutenaient, pour une raison ou pour une autre, qu'au contraire, quelque chose avait toujours existé. Comment tout avait été créé à partir du néant ne constituait pas le fond du problème. Par contre, les Grecs se demandaient comment l'eau pouvait se transformer en un poisson vivant, la terre inanimée faire pousser des grands arbres, et le ventre de la femme donner vie à un petit enfant. Les philosophes avaient sous les yeux les changements perpétuels de la nature. Mais comment les expliquer ? Comment la matière pouvait-elle changer de nature et devenir quelque chose de complètement différent, par exemple quelque chose de vivant ? Les premiers philosophes croyaient qu'il existait une substance élémentaire à l'origine de toutes ces métamorphoses. Difficile de savoir comment ils en vinrent à cette idée, mais c'est une chose qui est sûre. Ils développèrent la conception d'une substance élémentaire dissimulée derrière chaque forme créée dans la nature. Il devait y avoir quelque chose à l'origine de tout et vers quoi tout retournait. Les diverses réponses auxquelles aboutirent les premiers philosophes ne doivent pas trop retenir notre attention. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles questions ils posaient et quel type de réponses ils espéraient trouver. Il s'agit donc de nous concentrer davantage sur leur manière de penser que sur le contenu exact de leur pensée. Nous pouvons affirmer qu'ils s'interrogeaient sur les changements visibles au sein de la nature. Ils essayaient de formuler quelques lois naturelles éternelles. Ils voulaient comprendre les événements qui se produisaient dans la nature sans avoir recours aux mythes qu'ils connaissaient. Donc, étudier avant tout la nature elle-même afin de mieux comprendre tous les phénomènes naturels. C'était autre chose que de rendre les dieux responsables de la foudre, du tonnerre, de l'hiver ou du printemps. Le philosophe se libéra peu à peu de la religion. On pourrait dire que les philosophes firent les premiers pas vers un mode de pensée scientifique et furent les précurseurs de ce qu'allait devenir la science de la nature. Avec le temps, les philosophes de la nature ont laissé peu de traces de ce qu'ils ont dit ou écrit. Le peu qu'il nous reste nous a été transmis par Aristote, qui vécut quelques siècles après eux. Aristote se borne à résumer les conclusions auxquelles ils étaient parvenus, ces philosophes, ce qui ne nous permet malheureusement pas de comprendre comment ils y sont arrivés. Disons que le projet des premiers philosophes tournait autour du principe premier et ses métamorphoses au sein de la nature. Les 3 philosophes de Milet. Le premier philosophe dont nous ayons entendu parler est Thalès, originaire de Milet, qui était une colonie grecque en Asie mineure. Il voyagea beaucoup. On raconte entre autres qu'il calcula la hauteur d'une pyramide en Égypte en mesurant l'ombre de celle-ci au moment précis où l'ombre de son propre corps coïncida avec sa taille réelle. Il aurait également prédit une éclipse de soleil en 585 avant Jésus-Christ. Thalès pensait que l'eau était à l'origine de toute chose. Nous ne savons pas au juste ce qu'il entendait par là. Peut-être voulait-il dire que toute vie naît dans l'eau et que tout retourne à l'eau en se désagrégeant. Se trouvant en Égypte, il a dû voir que la décrue du Nil laissait les plaines du delta fertiles. Peut-être a-t-il également constaté que les grenouilles et les vers de terre sortaient dès qu'il n'avait plus. Il est en outre probable que Thalès ait observé l'eau se transformer en glace ou en vapeur avant de redevenir de l'eau. On prête à Thalès l'affirmation que tout est rempli de Dieu. Là encore, on ne pourrait jamais savoir au juste ce qu'il entendait par là. Était-ce d'avoir vu cette terre de couleur noire être à l'origine de tout, de la fleur des champs en passant par les insectes et les cafards ? Il pensait en tout cas que la terre était remplie de minuscules germes de vie, invisibles. Rien à voir en tout cas avec les dieux de Homère. Le deuxième philosophe que nous connaissons est
Anaximandre, qui, lui, aussi a vécu à Milet. Notre monde n'était, selon lui, qu'un monde parmi beaucoup d'autres et, comme eux, avait son origine et sa fin dans ce qu'il appelait l'infini, c'est-à-dire l'illimité. Difficile de dire ce qu'il entendait clairement par là, mais il ne s'agissait en aucun cas d'un élément connu comme chez Thalès. Il voulait sans doute exprimer l'idée que ce qui est à l'origine de tout est différent de ce qui se crée. Le principe premier ne pouvait donc pas être tout bonnement de l'eau, mais bien quelque chose de plus infini. Le troisième philosophe de Milet s'appelait Anaximène, environ 570-526 avant Jésus-Christ. Lui prétendait que l'air ou le brouillard était à l'origine de toute chose. Anaximène connaissait évidemment la doctrine de Thalès à propos de l'eau. Mais l'eau, d'où venait-elle ? Et selon Anaximène, l'eau devait être de l'air concentré. Nous observons l'eau sortir de l'air quand il pleut. Quand l'eau est encore plus concentrée, cela devient de la terre. Sans doute avait-il vu la glace fondre et se décomposer en terre et sable. Dans le même ordre d'idées, le feu n'était pour lui que de l'air raréfié. Toute la terre, l'eau et le feu avaient pour seule origine l'air. Il n'y a pas loin de la terre et de l'eau plantes qui poussent dans les champs. Seule l'union de la terre, de l'air, du feu et de l'eau permettait de créer la vie, devait-il penser, tout en restant convaincu que l'air ou le brouillard était à l'origine de la chaîne. Il rejoint la doctrine de Thalès en affirmant qu'une substance unique est à la base de toutes les formes dans la nature. Rien ne naît de rien. Les trois philosophes de Milet pensaient qu'il existait seulement une substance unique à l'origine du monde. Mais comment une seule matière pouvait-elle prendre autant de formes différentes ? Nous appellerons cette question le problème du changement. Vers 500 avant Jésus-Christ vivaient quelques philosophes dans les colonies grecques d'Élée en Italie du Sud. Et ces éléates débattaient de ce genre de questions. Le plus connu d'entre eux était un certain Parménide, environ 515-450 avant Jésus-Christ. Selon lui, tout ce qui existe a toujours existé. Cette pensée était fort répandue chez les Grecs. Pour eux, rien de plus normal que ce qui existe au monde soit éternel. Rien ne naît de rien, estimait Parimède. Ce qui n'est pas ne peut pas non plus devenir quelque chose. Mais Parménide alla plus loin que les autres. Pour lui, il n'y avait pas de réelle transformation. Rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est. Et il était bien conscient que la nature offrait des formes en changement perpétuel. Ses sens percevaient comment les choses se modifiaient, mais sa raison lui tenait un autre discours. Et quitte à choisir entre les sens et la raison, il préférait se fier à sa raison. Tu connais l'expression « ne pas y croire avant de l'avoir vu de ses propres yeux » ? Eh bien, pour Parménide, tout ça, c'est du vent. Les sens, selon lui, nous donnent une fausse image du monde, une image qui ne correspond pas à ce que dit la raison. Son travail de philosophe consista à mettre en évidence la trahison des sens sous toutes ses formes. Et cette foi inébranlable dans la raison de l'homme, cela s'appelle le rationalisme. Un rationaliste est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance au monde. Tout s'écroule. À la même époque que Parménide vivait Héraclite, environ 540-480 avant Jésus-Christ, qui, lui, était originaire d'Éphèse, en Asie mineure. Que tout change constamment de forme, tel était, selon lui, le trait caractéristique de la nature. Nous pouvons peut-être avancer que Héraclite faisait plus confiance au sens que Parménide. Tout s'écroule, dit Héraclite. Tout est en mouvement et rien n'est éternel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas descendre 2 fois dans le même fleuve. Car quand je me baigne la 2e fois, le fleuve a changé. Et moi aussi. Héraclite mit aussi l'accent sur les oppositions inhérentes au monde. Si nous n'étions jamais malades, nous ne serions pas ce qu'est la santé. Si nous ne souffrions jamais de la faim, nous ne connaîtrions pas la joie d'avoir assez à manger. Et s'il n'y avait pas la guerre, nous n'apprécierions pas la paix à sa juste valeur, et si l'hiver n'existait pas, nous ne pourrions pas assister à l'explosion du printemps.
Le bien comme le mal ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses selon Héraclite. Sans le jeu constant entre ces contraintes, le monde n'existerait plus. Dieu est le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la guerre et la paix, la faim et la satiété, déclarait-il. Il employait le terme Dieu, mais il va sans dire qu'il ne faisait aucunement référence au dieu des mythes. Pour Héraclite, Dieu ou le divin est quelque chose qui englobe le monde entier. Dieu se manifeste justement dans les transformations et les contrastes de la nature. À la place du mot Dieu, il emploie souvent le terme grec logos. Cela signifie raison. Bien que nous autres hommes ne pensons pas la même chose ni n'avons les mêmes facultés de raisonner, il doit toutefois exister, selon Héraclite, une sorte de raison universelle qui gouverne tout ce qui se passe dans la nature. Cette raison universelle ou cette loi universelle est commune à tous et chacun doit s'y référer. Cependant, d'après Héraclite, chacun n'en fait qu'à sa tête. Comme tu vois, il ne tenait pas les autres hommes en très haute estime. L'opinion de la plupart des gens peut se comparer à des jeux d'enfants, disait-il. Derrière toutes ces transformations et oppositions dans la nature, Héraclite voyait donc une unité, un tout. Ce quelque chose à l'origine de tout, il l'appelait Dieu ou Logos. Les 4 éléments primitifs. Parménide et Héraclite soutenaient des thèses complètement opposées, et la raison de Parménide expliquait que rien ne pouvait changer, tandis que les expériences de nos sens confirmaient à Héraclite que la nature était en perpétuelle mutation. Lequel des deux avait raison ? Devons-nous croire ce que nous dit notre raison, ou bien faire confiance à nos sens ? Parménide comme Héraclite affirme les deux choses. Il soutient que rien ne peut se transformer, nos sens sont par conséquent trompeurs. Héraclite, en revanche, défend la thèse que A. Tout se transforme, tout s'écroule. B. Nos sens sont fiables. On peut difficilement être plus antagoniste, mais qui a raison ? Eh bien, Amphédocle, environ 490-430 avant Jésus-Christ, originaire de Sicile, sortit la philosophie de cette impasse. Tous les deux avaient raison dans une de leurs affirmations, mais tous les deux avaient aussi tort sur un point. Selon Amphédocle, toute la confusion provenait de l'hypothèse de départ qu'une seule substance était à l'origine de tout. Si tel était le cas, le fossé entre d'une part ce que nous dit la raison et d'autre part ce que nous voyons de nos propres yeux serait tout à fait infranchissable. L'eau ne peut pas devenir un poisson ou un papillon. En fait, l'eau ne peut pas du tout changer la nature. L'eau pure restera éternellement de l'eau pure. Parménide avait donc raison en affirmant que rien ne peut se transformer. D'un autre côté, Amphédocle était d'accord avec Héraclite pour faire confiance à nos sens. Nous devons croire ce que nous voyons et nous voyons justement une nature en perpétuelle mutation. Amphédocle en vint donc à la conclusion qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance première et unique. Ni l'eau ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon. Il était impossible que la nature procède d'un seul élément. Amphédocle croyait que la nature disposait de 4 substances élémentaires qu'il appelait racines. Ces 4 racines, c'était la terre, l'air, l'eau et le feu. Tout ce qui se meut dans la nature est dû au mélange et à la séparation de ces 4 éléments, car tout est composé de terre, d'air, de feu et d'eau. Seuls changent leurs proportions. À la mort d'une fleur ou d'un animal, les 4 éléments se séparent à nouveau, et cela peut s'observer à l'œil nu. Mais la terre, l'air, le feu ou l'eau restent, eux, inchangés, indemnes de toutes ces métamorphoses. Il n'est pas juste de dire que tout se transforme. Au fond, rien ne change. Seuls 4 éléments s'unissent et se séparent avant de se mélanger à nouveau. On peut essayer de comparer cela avec le travail d'un peintre. Avec une seule couleur à sa disposition, disons le rouge, il lui est impossible de peindre des arbres verts. Mais s'il a aussi le jaune, le bleu, le noir sur sa palette, il peut peindre des centaines de choses de couleurs différentes en variant simplement chaque fois leurs proportions respectives.
Ou prenons la cuisine par exemple. Avec seulement de la farine, je serais un magicien si je parvenais à faire un gâteau. Mais si j'ai des œufs, de la farine, du lait et du sucre, alors je peux faire une infinité de gâteaux différents à partir de ces 4 matières premières. Ce n'est pas un hasard si Empédocle pensait que les racines de la nature étaient justement la terre, l'air, le feu et l'eau. Avant lui, d'autres philosophes avaient tenté de prouver pourquoi la substance première était soit l'eau, soit l'air, soit le feu. Que l'eau comme l'air fussent des éléments importants au sein de la nature, Thalès et Anaximène en étaient tous les deux convaincus. Les Grecs croyaient aussi que le feu était essentiel. Il suffisait de considérer l'importance du soleil pour la vie végétale et de penser aussi à la chaleur du corps humain ou animal. Peut-être qu'Empédocle avait vu brûler un morceau de bois. Quelque chose se désagrégeait. Nous entendons le bois craquer et gémir. C'est de l'eau. Quelque chose s'en va en fumée. C'est de l'air. Quant au feu, on l'a sous les yeux. Puis il reste quelque chose quand le foyer s'éteint. C'est la cendre. Ou la terre. Quand Empédocle montre que tout ce qui change dans la nature est dû à l'alliance ou à la séparation des 4 racines, il omet quelque chose. Et pour quelles raisons ces éléments s'assemblent-ils pour créer la vie ? Oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de leur séparation dans le cas d'une fleur, par exemple ? Pour Empédocle, 2 forces différentes sont à l'œuvre dans la nature, l'amour et la haine. Ce qui unit les choses, c'est l'amour, ce qui les désunit, c'est la haine. Il est intéressant de remarquer qu'il fait une distinction entre un élément et une force. Et de nos jours, la science fait la distinction entre la matière élémentaire et les forces naturelles. La science moderne pense que tous les phénomènes naturels peuvent être ramenés à une alliance entre les diverses substances élémentaires et un petit nombre de forces naturelles. Empédocle souleva aussi le problème du phénomène de la perception. Comment puis-je voir une fleur, par exemple ? Que se passe-t-il exactement ? As-tu jamais songé à cela, Sophie ? Sinon, c'est le moment ou jamais. Nos yeux seraient, d'après Empédocle, composés de terre, d'air, de feu et d'eau, comme tout dans la nature. La terre dans mon œil percevrait l'élément terre, dans ce que je vois. L'air, l'élément air, le feu, l'élément feu, et l'eau, ce qui appartient à l'élément de l'eau. Si un seul de ces éléments faisait défaut à mon œil, je ne pourrais pas voir la nature dans son intégralité. Une partie du tout dans tout. Un autre philosophe ne pouvait accepter l'idée qu'une substance première, comme l'eau par exemple, puisse se transformer en tout ce que nous voyons. Un certain Anaxagore, 500 et 428 avant Jésus-Christ. Lui non plus n'admettait pas l'idée que la terre, l'air, le feu et l'eau puissent devenir du sang et des os. Selon lui, la nature est formée de minuscules morceaux invisibles à l'œil. Tout peut se diviser en parties encore plus petites, mais dans chacune d'elles, il y a une fraction du tout. Si la peau et les cheveux peuvent se transformer en autre chose, cela revient à dire qu'il y a de la peau et des cheveux dans le lait que nous buvons, par exemple, et la nourriture que nous mangeons. Quelques exemples modernes vont nous permettre de mieux cerner la pensée d'Anaxagore. Avec la technique actuelle du laser, nous sommes capables de produire des hologrammes. Si un hologramme reproduit une voiture, par exemple, et qu'on détruise une partie de cet hologramme, nous verrons malgré tout une image de la voiture en entier, même si nous n'avons plus que la partie de l'hologramme qui représentait le pare-choc. Tout simplement parce que le motif entier est présent dans la moindre partie. Notre corps aussi est construit d'une certaine manière selon ce schéma. Si je détache une cellule d'un de mes doigts, celle-ci révélera l'état et la nature de ma peau, mais aussi ceux de mes yeux, la couleur de mes cheveux, le nombre et l'aspect extérieur de mes doigts, etc. Chaque cellule de mon corps détient les informations détaillées de la composition des autres cellules du corps. C'est bien une partie du tout qui possède chaque cellule. La totalité est présente dans chaque partie, aussi infime soit-elle. Anaxagore appelait ces minuscules parties qui possédaient quelque chose de la totalité, des graines ou des germes. Nous nous souvenons qu'Empédocle pensait que l'amour unissait les différentes parties pour former des corps entiers.
Anaxagore, lui aussi, concevait une sorte de force qui structure et donne aux formes aux animaux, aux êtres humains, aux fleurs et aux arbres. Cette force s'appelait l'intellect ou encore l'intelligence. Anaxagore nous intéresse à un autre titre. Il est le premier philosophe d'Athènes dont nous entendions parler. Certes, il venait d'Asie mineure, mais il s'installa à Athènes vers l'âge de 40 ans. On l'accusa d'athéisme et il fut contraint de quitter la ville. Il avait entre autres osé prétendre que le soleil n'était pas un dieu, mais une pierre chauffée à blanc qui dépassait de loin en taille la presqu'île du Péloponnèse. Anaxagore était passionné d'astronomie et il soutenait que tous les corps célestes étaient formés de la même matière que la Terre. Telle était la conclusion à laquelle il avait abouti après avoir examiné une météorite. C'est pourquoi il n'était pas exclu, selon lui, que des hommes vivent sur d'autres planètes. Et il fit remarquer que la Lune ne s'éclairait pas toute seule, mais qu'elle recevait sa lumière de la Terre. Et il expliqua par ailleurs le phénomène des éclipses de soleil. PS. Je te remercie de ton attention, Sophie. Tu seras sans doute amenée à relire ce chapitre plusieurs fois afin de bien le comprendre. Mais un tel résultat mérite bien qu'on se donne un peu de mal. Tu n'apprécierais guère une amie qui serait incollable sur tous les sujets sans que cela lui ait coûté le moindre effort, ou je me trompe? Il te faudra attendre jusqu'à demain pour avoir la réponse au problème de la substance unique et des transformations au sein de la nature. Tu feras aussi la connaissance de Démocrite. Je ne t'en dis pas plus. Sophie écarta légèrement les broussailles épaisses et, grâce à cette petite ouverture, jeta un coup d'œil dans le jardin. Il fallait qu'elle remette un peu d'ordre dans ses pensées après tout ce qu'elle avait lu. Il était clair comme de l'eau de roche que justement, l'eau ne pouvait devenir autre chose que de la glace ou de la vapeur. Il était hors de question que l'eau puisse se transformer en pastèque, même si de nombreuses langues l'appellent melon d'eau. Car même une pastèque était composée d'autre chose que simplement de l'eau. Mais si elle était si convaincue, n'était-ce pas parce qu'on lui avait dit comme ça? Aurait-elle vraiment su que la glace n'est que de l'eau, si elle n'avait pas appris cela? N'aurait-elle pas dû sinon étudier très précisément le phénomène de l'eau qui commence par geler avant de fondre et redevenir l'eau? Sophie essaya de penser par elle-même sans se référer à ce qu'elle avait appris. Parménide avait refusé de reconnaître toute forme de changement. Puis, plus elle réfléchissait, et plus elle était obligée d'admettre qu'il avait du vrai dans ce qu'il disait. Son bon sens lui interdisait d'accepter l'idée que quelque chose puisse d'un seul coup devenir quelque chose de complètement différent. Et il n'avait pas manqué de cran, car il avait été obligé de réfuter dans le même temps les phénomènes naturels que chacun pouvait constater par soi-même. Tout le monde avait dû se moquer de lui. Empédocle aussi avait été assez astucieux pour affirmer que l'univers ne saurait être composé d'un seul mais de plusieurs éléments. Et de cette façon, tout changement dans la nature était rendu possible sans pour autant transformer quoi que ce soit. Le vieux philosophe grec avait abouti à ses conclusions en raisonnant et en étudiant la nature, mais sans toutefois pouvoir se livrer à des analyses chimiques comme le font des scientifiques aujourd'hui. Sophie ne savait pas au juste si elle devait vraiment croire que la terre, l'air, le feu et l'eau étaient à l'origine de tout ce qui était créé dans la nature. Mais au fond, quelle importance! Sur le principe, Empédocle ne s'était pas trompé. La seule possibilité que nous ayons d'accepter toutes les transformations que nos yeux perçoivent, sans pour autant perdre le nord, c'est d'introduire plus d'une substance élémentaire. Sophie trouva que la philosophie, c'était vraiment génial, car elle pouvait suivre toutes ses idées avec sa propre raison, sans avoir besoin de se rappeler de ce qu'elle avait appris en classe. Elle en vint à la conclusion que la philosophie n'était pas vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, mais qu'on pouvait peut-être apprendre à penser de manière philosophique. N'oublie pas de mettre un j'aime si ça t'a plu, de le partager avec d'autres personnes, et si c'est pas encore fait, abonne-toi pour découvrir les futures aventures du monde de Sophie. À bientôt!